1er juillet prochain. Ce dimanche, dans les quartiers généraux de partis aux coalitions en lice, ça commence à bouger. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance prête à négocier avec l'État. Salif Sadio, selon nos confrères de RFI, pose des conditions et partant pour libérer les soldats en otage. Qui s'y frotte, s'y pique, les produits cosmétiques contrefaits pullulent le marché malgré ces méfaits toxiques sur la peau, à suivre dans ce journal. Et puis le portrait du dimanche, ce soir, arrêt sur l'image de Maître Mbaye Jacques Diop. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Législative du 1er juillet prochain, la campagne électorale a démarré ce dimanche dans les quartiers généraux. C'est l'activité politique qui est mise en branle. 24 listes de partis et coalitions de partis vont se disputer 150 députés à l'Assemblée nationale. Reportage Fatidien Diafaraba. Les quartiers généraux des partis politiques renouent avec l'ambiance des élections. Ici, au siège de l'APR, les législatives sont à l'ordre du jour. Là, je viens d'arriver de Podor. Vous savez où ça se trouve? Très loin de Dakar, je suis arrivé à 9h. Nous sommes fin prêts parce qu'au niveau du travail de l'administration, nous avons fait déposer l'ensemble des représentants dans nos bureaux de vote, les mandataires également au niveau des autorités administratives et la SEDA va certainement valider. C'est ça la règle et nous sommes venus prendre les sous. Les nerfs de guerre pour travailler pour que les ensembles des collectivités puissent démarrer. Également à la permanence du Parti démocratique sénégalais, la campagne a bien démarré. D'ailleurs, la délégation de la liste nationale SOPIAC-PDS a rallié la ville de Mbacké ce matin. Nous, au niveau du département de Dakar, nous avons des visites de proximité à Dakar Plateau. Aujourd'hui, nous allons commencer par le quartier de Kayfindiou. Et moi aussi, en ce qui me concerne, je serai à Ouagouniaï, donc vers Bibi Biscuiterie pour des rencontres de proximité. Et c'est pour vous dire que nous n'avons pas attendu, nous avons déjà commencé. Et je pense que, Inch'Allah, nous gagnerons les élections. Au total, 24 listes de partis et coalitions de partis politiques sont en lice pour 150 postes de députés à l'Assemblée nationale. Les élections législatives sont prévues le 1er juillet prochain. Audition à la division des investigations criminelles, Maître Mbaye Jacques Diop rejette les accusations de blanchiment d'argent et de détournement de fonds de la CENTIF contre sa personne. Rappelons que le maire honoraire de Rufisque est passé 2 fois à la DIC cette semaine. Aujourd'hui, dans le grand jury de la RFM, l'ex-président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales clame encore son innocence et parle de dossier politique. Retour sur l'affaire des véhicules de la présidence. Hier, des membres du Parti démocratique sénégalais ont tenté en vain de récupérer 7 voitures parquées à Diamniadio. La gendarmerie a dit niet, le temps pour ces hommes de loi de procéder à des vérifications. Le chef de la délégation, Maître Ousmane Ngom, parle de voie de fait et accuse le mouvement le nouveau régime de faire main basse sur ces véhicules appartenant, comme il le soutient, à Maître Abdoulaye Wade. Reportage à Diamniadio, Chérif Dia et Diafaraba. Dans ce cortège, une délégation du Parti démocratique sénégalais. Ces dignitaires de l'ancien régime sont venus à Diamniadio pour, disent-ils, récupérer les 7 véhicules appartenant à Abdoulaye Wade qui les avait gardés dans ce hangar. Nous ne pouvons pas donc comprendre, d'une part, que ces véhicules soient dans une enceinte privée, c'est-à-dire un hangar où nous les avions gardés, que des forces de sécurité puissent venir se substituer à nous pour les garder sans aucune décision de justice. Et donc ceci est constitutif de ce qu'on appelle en droit une voie de fait. Maître Ousmane Ngom poursuit sa plaidoirie devant le commandant de la compagnie de gendarmerie de Rufisque. Entre les mains, les cartes grises des véhicules saisis. Le propriétaire de ces véhicules, comme vous pouvez le constater vous-même, Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Point E, Villa 7, Dakar, Sénégal.
Le capitaine Ibrahima Ndiaye prend acte, mais il est tenu d'informer sa hiérarchie. Ces vérifications ne sont pas encore terminées, donc c'est pourquoi on demande pour l'instant de carrer les véhicules. Peut-être d'ici le week-end, peut-être les vérifications seront terminées. C'est juste les instructions que nous devons reçues. Oui, mais les vérifications peuvent être faites même si nous prenons possession de ces véhicules. Si nous ne prenons pas possession de ces véhicules, vous violez notre droit de propriété. Alors que si nous en prenons possession, vous pouvez procéder à ces vérifications. Si nous sommes dans le tort, en ce moment-là, vous pouvez même nous traduire devant la justice ou nous sanctionner. Les vérifications qui sont en cours, je peux tout de suite recevoir les instructions contraires qui me demandent de faire la main levée de cette position. Pour l'instant, c'est des vérifications. On est en train de respecter les instructions jusqu'à ce que d'autres propos nous parviennent. Après plusieurs minutes d'attente, les dignitaires de l'ancien régime sont invités à repasser lundi, le temps pour la gendarmerie de procéder à des vérifications. Nous allons revenir ici. Comme je vous l'ai dit, c'est un droit de propriété, il est inaliénable. Et donc, tant que nous n'aurons pas nos véhicules, aujourd'hui nous sommes venus en paix, nous sommes venus en délégation importante, mais calme et sereine. Maintenant, si la situation n'évolue pas, nous apprécierons et nous prendrons d'autres dispositions. Maître Ousmane Ngom et ses frères libéraux rentrent bredouille. Ils démarrent la campagne sans les véhicules. Toutefois, ils comptent revenir lundi avec la conviction de les récupérer. Chérif Dia a suivi tout cela pour nous à Diamniadio. Nous parlons tout à fait d'autre chose. Pullulement de produits cosmétiques contrefaits dans le marché. Un business qui n'est pas sans avantage pour certains vendeurs face à la conjoncture. Cependant, les spécialistes attirent l'attention sur les méfaits d'utilisation sur la peau. Maïmouna Ndiaye s'est rendu au marché Petersen pour nous faire découvrir plutôt ces produits sur le marché. Reportage. Je ne suis pas du contenu des parfums. Tout ce qui m'intéresse, c'est de les écouler. Awa Ndiaye n'est pas la seule vendeuse de produits cosmétiques à n'avoir aucune idée sur l'origine de ces articles, parfois contrefaits. Ils inondent non seulement le marché, mais sont également exposés sous le soleil et vendus à bas prix. La vie est dure, je préfère acheter ici parce que dans les grandes surfaces, les produits sont vendus plus cher. J'ai acheté 6 parfums à raison de 500 francs l'unité. Après, je vais les revendre à 1500 francs, voire à 2000 francs. 2100. Les commerçants ne doutent pas de la qualité de ces produits cosmétiques. Ces produits sont en bonne qualité, j'en suis sûre. Il n'y a pas de grande différence entre les magasins et nous. Tout est question de choix. Nous avons choisi ces produits pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. Le dermatologue rejette en bloc ces arguments. La chaleur détériore les produits cosmétiques. Et donc, si c'est des gels, par exemple, ou des émulsions, le gel se casse. Et donc, le produit devient inactif, ne sert absolument à rien du tout. Mais il faut savoir que les éléments contenus dans les produits cosmétiques souvent craignent la chaleur, craignent la lumière et sont très très fragiles. Donc quand on les expose à la chaleur ou quand on les expose à la lumière, ils ont tendance à se détériorer. C'est pourquoi la plupart des emballages de produits cosmétiques sont constitués dans une matière opaque qui les protège de la lumière. L'exposition de ces produits cosmétiques constitue un danger pour la peau, d'où la nécessité pour les commerçants de revoir leur système de conservation. Dégradation de l'environnement, les causes ont pour nom insalubrité, feux de brousse, abattage abusif d'arbres, autant de facteurs bloquant l'écosystème naturel dans le sud du pays. Face au phénomène, le programme d'appui au développement rural de la Casamance, PADERCA, implique les populations pour un changement de comportement conséquent. C'est une correspondance de Bakary Conté et de Tcherno Laurent Mendy.
L'insalubrité gagne du terrain dans la commune de Sédhiou. Des ordures ça et là, près du marché central, derrière la gare routière, entre autres à la rive du fleuve. La forêt est en dégradation très avancée à cause des feux de brousse et la coupe abusive du bois. Lors de la célébration de la journée mondiale de l'environnement, le PADERCA a demandé aux populations de changer de comportement. Dans le domaine de l'éducation environnementale, je pense que dans l'ensemble, on a vu quand même des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont aujourd'hui opté pour le changement de comportement à l'échelle village, à l'échelle régionale, pour une économie verte. Un comité scientifique a été installé par le gouverneur de Sédhiou pour la protection de la nature. Sans l'environnement, il n'y a pas de vie sur Terre. Et nous avons célébré la journée en mettant l'accent sur les méfaits de l'économie classique qui avait entraîné beaucoup de dégradation de nos ressources naturelles. Et nous avons voulu, donc, à l'instar de la communauté internationale, inverser la tendance. Faire en sorte que les gens soient plus respectueux de la forêt, qu'on protège nos forêts et notre environnement. Et développer des politiques de développement des ressources naturelles. Dans le département de Bounkiling, les populations demandent au gouvernement de renforcer le personnel des eaux et forêts afin d'arrêter le trafic du bois vers la Gambie. Et nous vous le disions dans les titres sur la crise casamançaise, Salif Sadio, l'un des principaux chefs du MFDC, renouvelle son offre de négociation aux autorités sénégalaises. Dans un communiqué dont Radio France Internationale a obtenu une copie, le chef rebelle se dit prêt à libérer les prisonniers sénégalais qui sont toujours entre les mains de ces hommes. Il demande en contrepartie un engagement des autorités sénégalaises sur l'ouverture de négociations en terrain neutre. C'est un récit de Daniel Diouf. Un premier communiqué avait déjà été publié et adressé au défunt régime libéral. C'était le 20 janvier 2012. Dans le texte, Salif Sadio manifestait sa disponibilité au dialogue avec le gouvernement sénégalais. Par ce nouveau communiqué daté de juin 2012, c'est Macky Sall, le successeur d'Abdoulaye Wade, qui est interpellé. Salif Sadio semble vouloir renouveler son offre de négociation. Le chef rebelle se dit prêt à libérer les prisonniers de guerre des éléments de l'armée sénégalaise. Mais pour ce faire, deux principales conditions. D'abord, les nouvelles autorités doivent s'engager officiellement à entreprendre des négociations avec le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Ensuite, accepter sincèrement que ces négociations se déroulent sur un terrain neutre hors du continent africain. Le chef rebelle exige du gouvernement sénégalais qu'il s'engage à accepter la médiation de la communauté catholique de San Egidio. La communauté San Egidio est une organisation catholique fondée en 1968 à Rome, en Italie. Elle est connue pour ses nombreuses médiations de paix dans les conflits armés et politiques, notamment en Afrique. Le communiqué daté du 1er juin 2012 est rendu public au moment où le village de Koundjoulou est attaqué dans le département de Ziguinchor, sur l'axe sud. Une note de culture à présent avec l'orchestre Gounéi de Saint-Louis. C'est une affaire de famille. Le groupe est connu pour sa particularité. 5 des 8 membres du groupe sont de même père et de même mère. Et oui, ces jeunes ont pu réussir à allier études et musique grâce à la vigilance d'un père qui fait aujourd'hui office de manager dans l'univers de l'orchestre Gounéi. Nos confrères très artistes Ibou Diouf et Demba Ndao. Ils sont 5, tous des artistes et musiciens de même père et de même mère, animés par la passion de la musique. L'orchestre Gounéi de Saint-Louis s'invite sur la scène musicale sénégalaise avec beaucoup d'ambition. L'orchestre a été formé tout naturellement, quoi. D'abord, on le faisait juste par passion, par désir, on voulait apprendre la musique. Et au fur et à mesure, comme on avait un prof qui était polyvalent, Alim Baye, et il venait chaque fois à la maison. Et moi, je commençais à faire du clavier et c'est comme ça que j'ai influencé les autres frères. Ils ont commencé à apprendre et c'est venu naturellement. 12 années durant, avec plein de rebondissements, une nouvelle dynamique s'est installée et l'amour de la musique reste intact. Plus basé sur l'afrobeat et sur l'acoustique aussi, genre folk, acoustique. Mais notre style de prédilection, c'est l'afrobeat. L'environnement familial est très favorable à la pratique de cet art. Le papa, enseignant à la retraite, fait aujourd'hui office de manager du groupe.
été chose aisée, mais quand même, Dieu m'a vraiment soutenu dans ce sens. Bon, parce que c'était pas évident d'allier études et musique. Bon, il fallait quand même être très pédagogue. Alors donc, par moment de dominante, comme par exemple pendant l'année scolaire, là, il n'apprenait la musique ou bien il l'a pratiqué qu'une seule fois par semaine, le samedi. Bien sûr, c'est une affaire de famille parce que la majeure partie des membres du groupe sont issus de la même famille, de même père et de même mère. Donc c'est un truc de famille et c'est ce qui fait le punch du groupe, quoi. Et c'est ce qui fait l'entente aussi. Monsieur Henri Guiabert, membre du groupe Khalam 2, est notre oncle et on a été bercé par la musique du Khalam 2, Afrobeat. L'orchestre Gounéi, des artistes unis par le son, par la musique également. Aujourd'hui, leur plus grand rêve, marcher sur les traces de grands noms de la musique africaine pour représenter dignement le Sénégal et le continent. À présent, l'actualité internationale, nous la démarrons par le décès du ministre kényan de la Sécurité intérieure ce dimanche. Son hélicoptère a subi un crash près de Nairobi. 5 autres personnes qui étaient à bord de l'appareil ont également péri. Le ministre était candidat déclaré à la présidentielle de 2013 au Kenya. Au Nigeria, un nouvel attentat ce dimanche contre une église à Biu, au nord-est du pays. Des hommes armés ont attaqué une église pendant le service religieux. Une fidèle a été tuée et plusieurs autres blessés, dont 2 dans un état critique. Les hommes armés se sont enfuis après l'attaque. Et puis législative française, selon les premières estimations, l'UMP, le camp de Nicolas Sarkozy et ses alliés totalisent au premier tour 35,4%. Le Parti socialiste et apparenté recueille 34,9%. Plus loin, le Front national extrême droite totalise 13,4% des suffrages. Le Front de gauche 6,9% et Europe Écologie Les Verts 5,3%. L'abstention atteint plus de 42%. Voilà donc, c'était là l'actualité internationale, l'essentiel. À présent, la page des sports, juste après ce jingle. C'est l'affaire de Papa Abdoulaye Der. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou Niang. Le football toujours à la une avec le retour au bercail des Lions du Sénégal, arrivé à 15h à l'aéroport Léopold Sédar Senghor en provenance de Kampala. Les Lions ramènent le nul, rappelons-le. Un partout devant l'Ouganda, les protégés de Koto restent en tête du groupe pour les qualifications à la Coupe du Monde 2014. Dans ce même groupe, Libéria et Angola se sont neutralisés ce dimanche. 0 partout, les quelques résultats enregistrés pour cette deuxième journée avec le tableau suivant, Libéria-Angola, donc je vous disais 0 but partout. Et puis la Libye qui bat le Cameroun par 2-1, match délocalisé au Maroc en raison des événements en Libye. La RD Congo qui domine également le Togo 2-0. La Tanzanie qui bat la Gambie 2-1. La Guinée qui chute à domicile devant l'Égypte 3-2 pour les Pharaons. Pourtant, ce sont les Guinéens qui avaient ouvert la marque. Match en cours entre Mali et Algérie, 1 partout. On joue la seconde période. Rappelons également que ce samedi, Maroc et Côte d'Ivoire ont fait match nul 2 partout. La Zambie qui a battu le Ghana par 1-0. Pour ce qui est du Sénégal, donc, si on fait le bilan à l'issue de cette deuxième journée, le Sénégal est leader avec 4 points. Suivi du Libéria, suivi de l'Angola qui compte 2 points. Nous avons à la 3e place l'Ouganda, également 2 points. Et puis Lanterne Rouge, le Libéria qui vient de marquer son premier point dans cette compétition, l'Euro 2012, avec le match choc de ce jour, Espagne-Italie, 1 partout entre ces deux équipes. En ce moment, on joue les dernières minutes entre Croatie et Irlande, 3-1 pour les Croates. Ce lundi, notez, pour la première journée dans le groupe E, la France joue contre l'Angleterre. Et puis ce match amical qui a beaucoup focalisé l'attention, Brésil-Argentine, mythique affiche. C'est l'Argentine qui bat le Brésil
par 4-3 avec un triplé de Lionel Messi. Je me demande pourquoi vous n'êtes pas surpris en apprenant que Messi a mis 3 buts. Et puis parlons de tout à fait autre chose avec le softball. C'est un sport très apparenté au baseball américain avec quelques différences. Alors, nous allons à la découverte de ce sport avec le président du CNP, le Comité national provisoire, Ibrahima Gaucher Kadam. En fait, le softball, les gens disent softball, mais c'est un peu le baseball. C'est la même chose. Le softball et le baseball, c'est la même famille. C'est juste qu'il y a des petites différences. Par exemple, au niveau du baseball, la balle au baseball est plus petite que le softball. Le terrain est beaucoup plus grand au niveau du baseball qu'au niveau du softball. Le lancer, si vous voyez derrière moi, le lanceur, il lance la balle de bas en haut. Okay, alors que le baseball, c'est la balle part latéralement au sol, donc avec une force. Donc c'est un peu ça la différence. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pratiquement les mêmes règles. À des petites différences près. Et sur quel genre de terrain se pratique le football? Bon, je pense qu'on peut jouer le softball, le baseball sur tous les terrains. Mais l'idée, c'est d'avoir un terrain comme ça, avec pelouse, ou bien un terrain pas trop sablonneux quand même. Mais sinon, même maintenant, les gens commencent à faire du beach softball. Maintenant, ils vont dans les plages pour faire du beach softball. Voilà. Et quel nombre de joueurs? Bon, là, il faut 10 joueurs. Il faut 10 joueurs par équipe. Bon, les équipes sont placées, donc il y a 10 joueurs qui attaquent et 10 joueurs qui défendent. Les joueurs qui défendent, ils ont généralement des gants. Et là, leur but, c'est de récupérer les balles qui sont frappées par les joueurs de l'équipe. C'est un peu compliqué à expliquer, mais bon, disons, je reprends. Donc, il y a 10 joueurs qui sont en attaque. Donc, chaque joueur doit aller à la batte. Donc, tu frappes la balle et c'est de courir sur des bases. Donc à chaque fois que tu atteins une base, donc, il faut faire le tour des bases pour marquer un point pour ton équipe. L'équipe en défense, son rôle consiste à t'empêcher à aller sur ces bases-là. Voilà, plus de détails pour le softball, donc cousin, je dirais, du baseball. Plus de détails, c'est promis dans Planète Sport ce lundi. Alors, le softball, les adeptes s'étaient donné rendez-vous ce dimanche au terrain américain. C'est derrière l'ENEA. Je vends l'émission, entre guillemets déjà. Suivez Planète Sport et vous en saurez davantage. Pour ce qui est du tennis à Roland-Garros, la finale est reportée à demain lundi, c'est à cause de la pluie. Rafael Nadal, l'Espagnol, mène devant Novak Djokovic 2-7 à 1. Là également, les deux étaient attendus en finale. Pour ce qui est des dames, c'est la Russe Maria Sharapova qui a gagné devant une Italienne. C'était ce samedi. Alors les courses hippiques, toi et moi, et le vainqueur du Grand Prix de la Renaissance africaine couru ce dimanche à l'hippodrome Tanor Anta Mbakhar, événement que vous avez pu suivre en direct sur la TFM. C'était là l'essentiel pour les sports, Ndeye Fatou Niang. Pape Bleider, merci à vous. Mesdames, Messieurs, dernière note de ce journal, le portrait de la semaine. Il porte sur le choix de Maître Mbaye Jacques Diop. C'est parce qu'on aura beaucoup parlé de lui à travers la presse ces derniers jours concernant les enquêtes sur l'enrichissement illicite, qui est au fond le maire honoraire de Rufisque. Pourquoi cette médiatisation? Élément de réponse avec Ibrahima Kane. Audition à la DIC, Mbaye Jacques Diop, sans nul doute, la vedette dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite. En début de semaine, l'homme aura passé plus de 10 heures d'interrogation avec les limiers. À l'origine de sa convocation, sa gestion du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales, mise en cause par un rapport de la CENTIF. Que lui reproche-t-on? Des soupçons de blanchiment et de détournement de près de 2 milliards de francs dans l'institution qu'il dirigeait. Après 2 jours d'audition, lundi et mardi, le maire honoraire de la vieille ville clame son innocence en déclarant que tout est faux dans le rapport de la CENTIF. L'affaire n'est pas encore tirée au clair, son retour à la DIC dans les prochains jours n'est pas à écarter. Pourquoi l'homme n'a toujours pas fini de défrayer la chronique de par son audition à la DIC? Sa carrière dans la gestion des affaires publiques sans doute. Maître Mbaye Jacques Diop, aujourd'hui 76 ans, fait partie des acteurs politiques les plus chevronnés du pays. Il a très tôt embrassé la politique à l'âge de 17 ans. En 1954, l'homme adhère au Bloc démocratique sénégalais, devenu aujourd'hui le Parti socialiste. Après un long compagnonnage avec le Parti socialiste, il rejoint l'AFP, dont il démissionne en 2000 pour créer le Parti du progrès et de la citoyenneté, plus tard fondu dans le parti de la mouvance présidentielle, le PDS, en 2002. La générosité, une des qualités de l'homme selon ses proches,
Titulaire d'une licence en droit et d'un DS en droit privé, Mbaye Jacques Diop est élu député sans interruption de 1981 à 2004. Il fut également maire de Rufisque, sa ville natale, de 1987 à 2002. En 1958, à l'occasion de la venue de De Gaulle au Sénégal à la veille des indépendances, il était parmi les porteurs de pancartes et aujourd'hui, il est le président de l'Association nationale de ces porteurs de pancartes. Voilà, c'était là un portrait signé Ibrahima Kane qui a également réalisé ce journal. C'est la fin. Merci à toute l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur TFM.